On fabriquait avec nos mains et on a commencé à le faire avec des machines. Là, c'est la même chose qui se passe? Exactement, c'est une révolution qui se passe dans l'ensemble des sociétés mondiales. Et cette révolution est équivalente à celle de la mécanisation au XIXe siècle. On aurait pu demander à l'IA générative de nous faire un compte-rendu de la manière dont elle s'est installée chez PwC Français Maghreb. Aujourd'hui, la technologie se diffuse partout dans la firme, à tous les étages. Elle est même, figurez-vous, montrée en exemple. PwC France et Maghreb est le client zéro, une sorte de bêta-testeur. Mais pourquoi? Quelles sont les stratégies clés qui ont permis une adoption massive des outils? Je suis Raphaël Duchemin et nous entrons ensemble dans Histoire d'IA, avec celles et ceux qui ont pensé cette transformation et qui peuvent aujourd'hui servir de modèle pour ceux qui tâtonnent dans les usages. Bonjour Philippe Trochot. Bonjour. Comment on fait avec ces profils très différents quand on est CTO pour que ce soit accessible à tous? Comment on ne laisse personne sur le bas de la route, sur le côté du chemin, parce que il faut que tout le monde arrive à se saisir de cet outil. Donc, il y a une ambition qui est commune, mais on a des profils très différents. Ouais, comme vous m'interrogez sur ma fonction, ce que j'ai toujours dit, c'est il n'y a pas besoin d'un CTO pour avoir de l'IA dans les entreprises. Vous achetez des licences, donc il n'y a pas besoin de ça. Moi, je me suis fixé comme objectif de faire monter tout le monde dans le train, c'est-à-dire d'accompagner en fait. Et ça, c'est une motivation presque personnelle, c'est de laisser personne hacker sur des ruptures qui sont quand même majeures dans nos métiers comme pour nos clients. C'était une vraie motivation. Et donc ça veut dire créer des collectifs, des petites communautés, être au plus proche de ce que je pourrais qualifier de sous-métier, c'est-à-dire vraiment au plus fin du travail quotidien. Et de faire en sorte que ça ne soit pas un apprentissage hiérarchique. On ne peut pas, avec l'IA, dire aux gens fais ci, fais ça. Et c'est d'ailleurs pas tout à fait notre culture, loin de là, et heureusement. Donc on a créé des approches très transversales pour que ceux qui sont plutôt des champions puissent montrer aux autres les gains. Mais sur base de la curiosité de chacun. En fait, le seul truc dans ce genre de fonction qu'on peut pas créer ou ce qu'on peut pas faire, c'est avoir de la curiosité à la place des gens. En fait, Donc il y a et c'est, je pense, ça qui peut freiner aussi le déploiement, c'est que l'IA, c'est pas comme apprendre à utiliser un logiciel simple. La parole n'est pas de moi, mais on avait aussi ce motto qui était de dire l'IA, on peut pas déléguer l'apprentissage. À un moment, il faut s'y mettre, quoi. Vous avez, je crois, rencontré plusieurs patrons qui pensent que c'est pas pour eux, ou en tout cas pas pour l'instant, qu'ils ont le temps, qu'ils peuvent prendre le temps et voir comment les choses vont se développer. Est-ce qu'ils font la bonne analyse? La plupart des chefs d'entreprise sont curieux de savoir qu'est-ce que ça peut changer dans leur business. Mais en même temps, ils sont encore dans l'expectative en se disant c'est peut-être trop tôt. Mes concurrents aujourd'hui n'ont pas encore été jusqu'au bout de cette démarche. J'ai le temps. Et très clairement, ils sont mélangés entre curiosité et peur de se faire dépasser. Et très clairement, il y a aussi une sorte d'effet de mode. Vous savez, dans la technologie, il y a des grandes modes qui parfois aboutissent à des vraies transformations et d'autres qui font splash et qui n'apportent pas grand-chose dans la durée. Malgré tout, aujourd'hui, les entreprises françaises toutes se posent la question, qu'elles soient grosses ou petites. Toutes expérimentent des cas d'usage en se disant « je ne voudrais pas louper ce train et me retrouver complètement dépassé, destructé par un concurrent qui arriverait à produire plus rapidement, de manière moins chère et qui me prendrait mes parts de marché ». Il y a une vraie curiosité d'expérimentation. On a entendu Philippe Trochot tout à l'heure nous dire ne pas laisser passer le train, faire en sorte que tout le monde monte dedans. Est-ce que c'était la difficulté justement à un moment où tout le monde y allait peut-être en ordre dispersé avec la contrainte en interne de ne pas laisser le champ libre à tous ceux qui avaient aussi envie d'utiliser? Une des raisons de monter le programme, c'était justement de faire en sorte de limiter le risque de fuite de données. Et donc, on savait que des gens utilisaient notamment le ChatGPT. Et dans les conditions d'utilisation de ChatGPT public, tout ce qu'on donne à ChatGPT
arrive sans les droits d'auteur, en quelque sorte, y compris, du coup, ce qui pouvait être des données clients. Donc, le premier mouvement, c'est effectivement de limiter les fuites de données. Et donc, par ricochet, il fallait bien proposer quelque chose, suivant cette philosophie de Human-Led Tech-Powered, et donc de s'équiper d'outils qui étaient à la fois utilisables et qui permettaient aux humains de décupler idéalement leur travail et par ailleurs de rester compliant. On travaillait avec nos mains, on travaillait avec des machines, mais là, ça ne s'adresse pas aux mains des personnes, on est sur de l'intelligence. Exactement. Alors, on est sur de la production de contenu issu de l'intelligence humaine. Ce qu'on va faire, c'est que ce qui se passe, c'est que cette intelligence humaine va être majoritairement produite par une intelligence artificielle et l'humain aura 2 rôles, celui de questionner le mieux possible et de réceptionner le contenu, de le valider et par la suite de le commercialiser. Je crois que nous sommes presque arrivés à la fin de cet entretien, sauf que, en principe, Philippe Trouchot, on a une question supplémentaire qui vous est posée par l'intelligence artificielle, puisque depuis le début de cet entretien, on a déclenché Copilot et qu'elle a probablement des choses à vous dire. L'IA voudrait savoir comment vous voyez son évolution dans les prochaines années et quel rôle PwC entend jouer dans cette transformation. Alors, ce qu'on peut prédire, c'est que l'IA va se consolider. Il y a beaucoup d'annonces. On aura quelques grands acteurs européens, peut-on l'espérer. On aura eu, si je me projette quelques années en avant, besoin de beaucoup de puissance de calcul. Donc l'apothéose ou le vrai chemin de l'IA, c'est lorsqu'on disposera d'ordinateurs quantiques. Parce que là, on sait que dans un monde qui est fini, si tout passe à l'échelle, on n'a pas assez de matériaux pour produire suffisamment d'ordinateurs pour supporter tous les moyens de calcul dont on a besoin. Et comment PwC supportera ses clients, c'est assez explicite. Nos clients, à plus de 62%, ils ont comme priorité la transformation grâce à la technologie, et en particulier l'IA, et ils considèrent que c'est urgent parce que quand ils se projettent, leur sentiment c'est que s'ils n'arrivent pas à faire ces transformations, leur entreprise est condamnée à horizon de 5 ou 10 ans. Donc c'est vraiment ça, c'est transformer grâce à la technologie, mais aussi et évidemment grâce à l'humain. Et l'humain, dans les transformations d'ailleurs réussies, c'est parce que l'humain a été mis au centre et qu'on n'a pas eu la croyance que le miracle technologique allait advenir dans telle et telle entreprise.